السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتشرف بترأس جلسة الافتتاح لهذا المؤتمر. يسعدني أن أكون بجانب أساتذتي الكرام. وأول ما نفتتح به هو كلمة من الذكر الحكيم. أدعو الطالب يوسف بوجنان الذي سيتلو لنا آيات الكريمة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بعد هذه الآيات الكريمة أترك الكلمة لأستاذي أحمد العزيز بوصفيحة الذي سيقدم تكريما لأستاذ كبير في علم المناعة الذي قدم الكثير لهذا التخصص. لك الكلمة أستاذي. شكرا سيدتي الرئيسة، أساتذتي زملائي الحضور الكريم. إنه بمشاعر الحزن أنعي إليكم هرما من هرم الطب، طب الأطفال، الذي غادرنا قبل أسبوع، نهار 27 mai, je crois. Et c'est un moment important pour lui rendre hommage, tellement sa place au Maroc, en Afrique, dans le monde entier. Mais en tant que Marocains et Africains, nous sommes tenus de rendre hommage à ce monsieur qui a veillé à notre formation, à la formation de plusieurs générations. Donc il est né, professeur Claude Grisselli, ici en image en 86 lors de la fête du trône. Il est né à Rabat et il a eu un baccalauréat marocain. Il est admis au concours d'accès à la faculté de médecine de Rabat. Puis il est parti pour faire continuer la pédiatrie à Paris. Il a fait son postdoc aux USA. Et il est souvent sollicité par notre défunt roi Hassan II. Et en 2007, il était membre de l'Académie royale des sciences et de la santé. Ici, avec mon maître, professeur Claude Grisselli, en 2008, lors du premier congrès de Azid à Casablanca. Voilà le congrès avec notre maître Seth Saïd Benchkoran ici, bien sûr Jean-Laurent Casanova. Et ici, le professeur Claude Grisselli, qui est jusqu'à aujourd'hui, il était le président d'honneur de l'African Society for Primary Immunodeficiency. Ici, lors de son postdoc à New York avec le professeur Barouch Benasseraf. Et ici, en 1985, l'équipe de l'unité d'immunohémato, où j'ai eu l'honneur de faire la formation en 97 avec Alain Fischer, Stéphane Blanche, et bien sûr deuxième, troisième génération, et le docteur Nizar est là pour en témoigner. La première allogreffe
des cellules souches, Sonia, une petite Algérienne qui est bien, qui est institutrice avec des enfants. Et puis rapidement, 300 premières greffes en 1993. Et bien sûr, au cours des années 80-90, plein d'activités. Premier cas du sida. Création de Égide, qui c'est en 83, qui a changé de nom, est devenu Égide Société. C'était professeur Claude Griselli, plusieurs maladies décrites. En 2007, fondation de l'Institut Imagine, ici avec Jacques Chirac, ici lors de notre congrès, et toujours il est là au cœur de ses enfants. Voilà, alors voilà, ici avec Martine Perjean, tu te rappelles, 2008. Il est toujours souriant, toujours prêt à donner, généreux. Andy Orandi. Avec nous, il y avait Ghanéen, Sud-Africain, Monica Esser, présidente Azid Hanan et professeur Claude Griselli. Et donc, le 27/5, l'Institut Imagine annonce avec beaucoup de tristesse la disparition de notre grand maître Claude Griselli. Je vous demande de bien vouloir continuer 1 minute de silence pour lui. Levez-vous et on va faire 1 minute de silence à la mémoire de notre grand maître, professeur Claude Griselli. Bien, je vous remercie. Grand professeur, un éminent immunologiste, fondateur et qui a découvert plusieurs maladies. Il restait un homme humble. Donc, vraiment que de l'admiration pour ce grand monsieur qu'on a perdu, malheureusement. والآن نتمم حفل مؤتمرنا. سأقدم كلمة موجزة وبعد ذلك أعطي الكلمة لرؤساء الشرفيين وبعد ذلك رؤساء جمعيات الإفريقية وكذلك العربية ونعطي كلمة كذلك للمرضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. سيدات والسادة الأفاضل، الزملاء الأطباء الباحثون والداعمون لا ننساهم، شكرا لكم. حضورنا الكريم، يشرفني أن أرحب بكم في هذا الحفل البهيج. فمؤتمرنا يعد حفلا سنويا، محطة لا بد أن نحتفل بها. تنظمه الجمعية المغربية لضعف المناعة الأولي، وذلك من أجل الارتقاء بالتشخيص والعلاج ومواكبة مرضى ضعف المناعة الأولي. فقد عرفت جمعيتنا خلال هذه السنوات الأخيرة تطورا ونضجا، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة والجهود الكبيرة التي قام بها طبعا الأستاذ عزيز بوصفيحة، وكذلك بفضل الالتزام الصادق لأعضاء المكتب، وكذلك تضافر جهود جميع المتعاطفين مع هذا التخصص والداعمين والشركاء. ولم يقتصر عمل جمعيتنا على الجانب العلمي فحسب، بل امتد ليشمل مبادرات نوعية ومهيكلة
من بينها تنظيم مؤتمرات وورشات تكوينية كذلك موجهة للممرضين بهدف تعزيز قدراتهم على التكفل بمرضى ضعف المناعة الأولي ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم. كما أولت الجمعية كذلك اهتماما بعائلات المرضى بشراكة مهمة وكبيرة مع جمعية المرضى جمعية هاجر من خلال برامج موجهة لهم تتناول قضايا أساسية تتجاوز الجانب الطبي، وعلى رأسها التمدرس، الاندماج في الحياة المهنية وبناء مستقبل الأطفال والشباب المصابين بهذا المرض. وبهذه المناسبة نتوجه لكم بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين المتحدثين الخبراء وإلى كل من ساهم في إنجاح أنشطة الجمعية ومسيرتها. كما نجدد التزامنا بمواصلة العمل من أجل تعزيز التشخيص المبكر وتطوير البحث العلمي وتحسين التكفل بمرضى ضعف المناعة الأولي وأسرهم، وهذا أول وآخر همنا. أجدد ترحيبي بكم جميعا متمنية لأشغال هذا المؤتمر كامل النجاح والتوفيق، وأن نخرج بتوصيات عملية وفعالة تخدم المرضى وتدعم تطور هذا التخصص في بلدنا، ولم لا المشاركة مع البلدان الأخرى، وهذا ما نراه بحضور فعاليات أجنبية طبعا لتعزيز هذا التعاون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأترك الكلمة للأستاذ عزيز بوصفيحة الرئيس الشرفي للمؤتمر وأستاذي طبعا. بسم الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى يسر أمور باش من 2008 لا 1988 جيت للمستشفى من ورش من الرباط، وكنت بغيت نمشي pardon, je vais parler en français pour nos invités. Pour 1988, je suis arrivé à Casablanca en tant qu'interne du CHU. Et je voulais attendre pour trouver un permittent à Rabat, revenir chez ma famille là-bas, mes oncles, tout est prêt. Et j'ai comme ça attendu dans un laboratoire d'immunologie chez le professeur Besliman Laïrhman. J'ai premier semestre pas trouvé de permittent, deuxième semestre je pris ma thèse en immunologie, maladie cœliaque. Et finalement, je décide de rester. J'ai entre-temps acquis toutes les techniques d'immunologie. 88. Et par la suite, j'ai commencé la pédiatrie parce que j'ai rencontré le professeur Grisselli, difficile immunitaire. Il y a quelque chose à faire. Il n'y avait pas de neurologie dans notre CHU, je voulais faire la neuro. Et j'ai terminé ma pédiatrie et je devais trouver une sous-spécialité. J'ai fait 4 ans d'hémato-oncologie pédiatrique. C'était pas ça. Je devais quitter dans le secteur libéral. Mon maître, professeur Abid, m'a dit, toi, tu n'es pas fait pour le secteur libéral. Il faut le laisser au docteur Lambat. Oui. Là, je te donne cet étage, tu vois, tu connais l'immunologie, tu vas faire les déficits immunitaires. Donc, donc il m'a envoyé à Necker en 97, j'ai fait ma formation, je reviens. Je trouve Stade Eiler, je ne vais pas te lâcher, toi. On a travaillé ensemble. Premier malade chez la classe de Hajar, et on a lutté pour cet Hajar. On n'a pas pu sauver Hajar, mais les personnes qui ont lutté ont créé l'association Hajar en 2000. Par la suite, on a travaillé un peu par-ci, par-là, création de l'African Society for Primary Nutrition en 2008. En 2015, l'Arab Society Arabide. Et on a travaillé, j'ai intégré le IOSPID Expert Committee. Bon, si on m'avait demandé de tracer tout ça, on a créé le laboratoire Alicia de recherche, maintenant avec 72 doctorants. Si on m'avait dit de tracer moi, quand je suis arrivé, tracer le schéma idéal pour faire
l'infectiologie moderne, c'est-à-dire la prédisposition à l'infection, c'est de l'infectiologie moderne. J'aurais pas fait ça, et donc c'est pour ça et en 2010 je suis allé chercher un grand maître, j'ai tenu par la main pour nous aider à faire la greffe. Il m'a embrassé, il m'a entouré par ses deux mains. Il m'a dit on va faire la greffe même si ce n'est pas encore autorisé au Maroc de prendre la moelle d'un enfant ou donner à notre enfant. C'est mon maître, monsieur le professeur Saïd Ben Choukran. On a fait tout un plan. Saddam Ben Hussein est parti en Arabie Saoudite. Je salue nos collègues. Elle a fait là-bas les greffes pendant une longue durée. Il revient au Maroc. Et sous la direction du professeur Saïd Ben Choukran, Saddam Ben Hussein a fait la première greffe avec Saddam Eilef. Et bien sûr, toute l'équipe, moi aussi, mais moi j'ai perdu la main en 97, vous savez. Et donc, Ustad Ben Choukran a tout préparé pour nous. Nous a encadrés, et on a réussi les 2 premières allogreffes grâce au courage de Ibtial, Seda Fatima Eilal, et bien sûr d'autres personnes qui ont aidé, je ne peux pas tout les citer. Voilà un petit peu le parcours, et maintenant je cède la main dans la Moroccan Society à une dame formidable, Ustad Ibtial Ben Hussein, qui prend le flambeau avec nous tous dans un bateau qui va aller encore plus loin, peut-être un avion pour. Et puis le laboratoire a été confié à Jalil Al-Bakouri ici que je salue. Allah يكون في عونك 75 doctorants, c'est pas évident. L'association Hajar a été confiée à une maman qui connaît la chose, Madame Bouchra Ben Hayoun. Et voilà, donc plusieurs amis m'ont aidé, Hippopi depuis toujours, Necker depuis toujours, Mizar depuis la création de MSPID, toute cette famille, nos amis tunisiens, un grand hommage, le Ustad c'est Mohamed Bjawi, qui nous a aidés, qui est venu, qui nous a... Voilà, donc tout ceci, on a l'impression que le bon Dieu avait fait tout ce parcours. Pshouya Radi. C'est pour ça que Omar Ramaïta id Ramaïta, walakin Allah Rama, sadaqallah al-azim. Maintenant, je passe la parole. Merci beaucoup pour ces bons touchants, monsieur le professeur. Et je passe la parole à monsieur le professeur Saïd Choukran, notre président d'honneur de la société marocaine. هذاك الرئيس هذاك ديالك. Salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Très difficile de prendre la parole après Oussed Bousféha. Mais je suis admiratif de ces Bousféha et de tous ceux qui s'occupent de l'immunohématologie. Parce que c'est une discipline très difficile. Et c'est une maladie orpheline. Donc il faut être courageux pour pouvoir s'engager dans cette voie. Je voudrais raconter 2 choses. D'abord, Griselli, que je connaissais moi de longue date, j'ai été mandaté par Sa Majesté Hassan II parce que je lui ai envoyé un premier malade pour être greffé là-bas. Et j'avais vu les bulles qu'il avait. C'est lui qui était initiateur. Ça, c'est le premier point. Lui, il est natif du Maroc. Donc, il a le cœur marocain, bien qu'il a travaillé là-bas, il était toujours ici. D'ailleurs, il a passé sa retraite ici. Donc, il était là après sa retraite. Et je salue le professeur Nizar, que j'avais invité à plusieurs reprises. Ça, c'est le premier événement. Le deuxième événement, c'est l'histoire de l'allogreffe. On était hémato depuis 1980, je pense. Depuis 1990, on a essayé de mettre en place l'allogreffe, toute une équipe d'hémato. Et c'est grâce à ces Bousféha qu'on a initié la première allogreffe. D'ailleurs,
j'avais sollicité Sinisa, mais je crois que, je me rappelle que Fischer t'a dit non, c'est eux qui doivent venir apprendre chez moi. Et puis, à la dernière minute, tu devais venir une semaine avant, je crois, tu lui as dit, je pars samedi, dimanche. Tu as dit non, c'est eux qui devaient venir. On a été amené à placer Nutman, qui était le chef de service de greffe de moelle. C'est comme ça qu'on a fait la première allogreffe. Et c'était en 2010, Oui. date. Mais on n'a pas commencé l'allogreffe après, malgré... Ce n'est qu'en 2017 qu'on a repris le flambeau, et ça a été refait à Marrakech. C'était très difficile à mettre en place, mais maintenant, il y a plusieurs équipes hématologiques qui font la greffe de moelle, l'allogreffe. Il y en a à Rabat. À Rabat, il y a l'hôpital d'enfants et l'hôpital Cheikh Zayed. Mohamed VI qui ont commencé. Il y a Marrakech et Kazaz. Il y avait l'hôpital 20 août. Maintenant, Cheikh Khalifa. Donc, il y a plusieurs centres. Donc, je pense qu'il doit y avoir, disons, une 50aine d'allogreffes par an. De chaque centre ayant fait un peu plus que 50. Mais c'est en train de s'installer, les équipes sont formées. C'est pour les deuxièmes déficits immunitaires, il était amené à partir à Marrakech, je crois, parce que on lui a refusé les dons des mineurs, si mes souvenirs sont bons. Il est parti à Marrakech pour faire la deuxième, les suivantes. Donc moi, je suis vraiment très admiratif devant tous ces gens qui embrassent cette discipline, parce qu'elle est très rare, je le répète, et puis c'est une maladie orpheline, et puis c'est quand même une discipline très, très, très difficile. Je vous admire. Nous, on a un peu, parce qu'on fait de l'hémato, on fait un peu d'immunohémato, et c'est Bousféha, quand il est venu me voir, je l'ai incité à continuer dans cette voie. Parce que à cette époque, les médecins, les pédiatres ne connaissaient pas cette maladie. Et je crois que même maintenant, ils ne connaissent pas beaucoup. Donc je vous incite à faire beaucoup de congrès et à les inciter à faire le diagnostic. Voilà ce que j'avais à dire. Donc je suis toujours admiratif devant vous tous, et en particulier devant ces beaux frères. Merci beaucoup, professeur Shkroun. Merci pour ces mots gentils, pour ces encouragements. Et oui, la collaboration, elle fait avancer les choses. Et en fait, on a fait la première applaud, une greffe applaud avec l'équipe de Rabat. Et ça continue grâce à la collaboration, effectivement. Merci beaucoup. Donc, après, je vais passer la parole à notre maître, professeur Haïda, de la Société marocaine de pédiatrie, qui va nous donner son mot d'inauguration. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum. Monsieur le Président d'honneur, Madame la Présidente, chers maîtres, chers collègues, chers amis, honorable assistance, c'est un plaisir pour moi et un honneur d'être parmi vous. Donc, je vous remercie de m'avoir invité. Mon nom propre, et en tant que représentant de la Société marocaine de pédiatrie, puisque je suis le vice-président, Dr Afilana peut être parmi nous, et en tant que président de l'amicale des pédiatres de Fès. Et je voudrais faire un témoignage en mon nom personnel, et je suis persuadé et convaincu qu'aucun pédiatre de Maroc ne va me contredire. Un témoignage par rapport à notre ami, c'est Aziz Bousféha. Donc il a pris ce créneau, donc il me l'a dit, c'est notre maître Mchkroun, c'est un créneau qui est très difficile. Donc عنده واحد الصدقة جارية مدى الحياة وبعد الحياة طويلة إن شاء الله. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'était un créneau qui n'était pas connu, les déficits immunitaires. Et on ne voulait pas faire de diagnostic. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces patients? Je me rappelle les premiers patients quand je suis parti à Fès, c'était grâce à lui pour le diagnostic et même pour la prise en charge. Quand je l'appelle, il me dit qu'il vienne, donc il y a l'association qui va le prendre en charge. Donc c'est un travail énorme.
Ça, c'est pour... Et on a continué toujours à travailler. D'ailleurs, chaque fois qu'il publie un article, l'équipe de FES, elle est présente. Donc ça, c'est... Donc, Teraf. Ça, c'est concernant pour la prise en charge des patients. Et pour l'encadrement et la formation, on n'a jamais dit non. Je rappelle que chaque fois que je fais appel à lui, il vient encadrer nos résidents avec des ateliers et presque tous les congrès, il est notre invité. Donc, pour vous dire l'effort qu'il fait. Et d'ailleurs, donc, on est au 19e congrès. Donc, il est devenu adulte. Et je crois qu'il est passé à l'adulte il y a quelques années, parce que c'est une discipline qui est transversale. Vous invitez les internistes, les gastro-adultes, les pneumos, je vois avec nous nos amis ici, c'est Warkhadi et les autres. Donc, c'est une discipline qui est transversale, qui fait intervenir tout le monde. Et je suis très content cette année avec cet aspect. Donc, la scolarité, les droits de ces enfants, c'est très important. Donc, pour vous dire que c'est un thème qui est très important. Le congrès, c'est une réussite. Pour toute l'équipe, c'est vos spéha et l'équipe. Et d'ailleurs, vous passez le flambeau et avec Wahd Meti toujours là. Donc, c'est le maître. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Haïda. Et je vais passer la parole à l'Oustad Raïd Zayoud, رئيس الرابطة العربية الذي شرفنا بقدومه من الأردن. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. I will say the only French word that I know is bonjour. أول نشكر الأستاذة الرئيسة ابتهال بن حسين على الاستضافة الكريمة. وكما اليوم تشرفنا بتكريم الأستاذ الكبير عزيز بوصفيحة بتأسيسه للرابطة العربية لضعف المناعة ضما بعام 2015. فالرابطة العربية عمرها 11 عاما، مزيد من التقدم والنجاح. عقدنا لحد الآن 5 مؤتمرات طبية، وتم تشكيل العديد من اللجان التي تعمل على المضي قدما بأمراض نقص المناعة في الوطن العربي، من عقد الندوات والمحاضرات والاستشارات للمرضى، بالإضافة إلى عمل تشاركي بين أعضاء الرابطة العربية على مستوى الوطن العربي في استحداث سجل لأمراض نقص المناعة الأولي أو ضعف المناعة الأولي على غرار ما هو موجود بالعالم من الرابطة العربية الأوروبية لنقص المناعة الإيسيد والأمريكية، وإن شاء الله نرى هذا الحلم قريبا. شكرا مرة أخرى للاستضافة، وشكرا دكتور ابتهال. شكرا دكتور رائد، شكرا على هذه الكلمات المعبرة وكذلك مجهودات الرابطة. Et maintenant, je passe la parole à notre cher professeur Diakité, qui est venu de Mali. C'est le président de la Société africaine des déficits immunitaires. Et on compte beaucoup sur lui pour développer les déficits immunitaires en Afrique. À vous la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente de la Société marocaine des déficits immunitaires. Il m'est difficile de parler au nom de toutes les sociétés africaines, mais je vais me vertuer quand même de faire cela. Et c'est avec une grande émotion que je me présente à vous au nom de l'ensemble des membres de l'ACID. C'est vrai, nous sommes une société malienne très jeune par rapport aux anciens qui ont constitué cette société africaine, mais nous souhaitons continuer avec les maîtres. Vous me permettrez aussi de dire un mot à notre maître, le professeur Boussifa. C'est vrai que je l'ai connu depuis 2009. Je parais un peu jeune, c'est vrai. Mais en réalité, il a toujours tiré les sociétés africaines. C'est vraiment le médecin dans toutes ses caractéristiques. C'est aussi un homme généreux qui a une grande humilité. C'est difficile de l'avoir quand on atteint un certain sommet dans la science. Il a les dons de soi. Il n'hésite pas à partager son expérience avec les plus jeunes et les plus âgés.
Il a aussi la facilité de comprendre les uns et les autres, la facilité d'écoute, ce qui est très important, la facilité de partage du savoir, puisque l'Afrique, qu'on le veuille ou pas, reste une. C'est vrai qu'il y a une composante nord qui est en parchemin, et là nous félicitons tous ces acteurs qui sont à l'œuvre pour cela, mais n'oubliez pas vos frères qui sont à la traîne. Il faut continuer à les soutenir comme professeur Boussifa, et nous sommes vraiment heureux d'avoir fait sa connaissance. Je pense aussi à tous ces étudiants et ces collaborateurs qui nous ont aidés, qui continuent à nous aider, aussi à la société Hippopi, qui grâce à elle, au Mali, nous avons pu faire des actions déjà pour disséminer ou pour partager la science, parce que la réalité par rapport à cette maladie, c'est que on passe sous... c'est sous-diagnostiqué parce que les médecins n'y sont pas formés pour. C'est ça la réalité. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Il faut se former à cela pour pouvoir les dépister. C'est vrai que nous n'avons pas assez de cas écrits, mais ces malades existent parmi nous. Et malheureusement, en tant que pédiatre, quand vous avez l'empathie et vous avez la sympathie des malades, vous n'avez pas le droit de ne pas apprendre. Et honnêtement, nous sommes prêts à apprendre avec vous et à continuer à apprendre. Ces mots sont des mots qui viennent du cœur. Et Boussifa est là, mais il a pu nous unir, étant au Mali. Puisque dans ma délégation, nous avons un professeur qui est avec nous, qui est le directeur de l'Institut national de recherche en santé publique. C'est vrai qu'on avait des difficultés à savoir qu'il y avait des choses qui peuvent être réalisées au Mali, mais grâce au professeur Boussifa, nous avons pu découvrir certaines choses à Casablanca ici. C'est ça aussi la dimension de l'homme. Nous sommes ensemble au Mali, mais il y a des choses qui peuvent se dérouler là-bas. Nous, on n'était pas en jonction. Donc c'est vraiment un homme d'union. Et je prie Allah Tout-Puissant pour qu'il puisse l'accorder une bonne santé et surtout une longue vie pour qu'il puisse continuer à nous apprendre à ses fils. Merci pour tout et merci à l'assistance. Merci, professeur Diakité, pour ces mots sincères, droit du cœur. Et sans tarder, je passe la parole à notre grande dame, Martine. Tu veux présenter ? Non, mais on va la faire après. C'est juste un mot pour les familles, pour l'aspect associatif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très touchant, tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire d'abord que je suis le désespoir du professeur Boussifa, parce que depuis 2008, je n'ai fait aucun progrès en arabe. Ça, c'est une réalité. Deuxièmement, je peux aussi rendre hommage au professeur Grisselli, puisque j'ai eu le privilège, quand nous avons commencé l'association française en 1998, d'interviewer Sonia, que vous avez vu tout bébé. Et bien moi, je l'ai interviewée comme maman de 2 garçons. Et peut-être qu'elle en a eu plus depuis, je ne sais pas, parce que je n'ai pas suivi, mais c'était un grand honneur. Et on avait besoin de cet exemple venant du Maroc, nous en France. Donc c'est intéressant. Cet après-midi, j'ai participé à la réunion des patients organisée par Bouchra. C'était extraordinaire. Et quand je pense à ce que j'ai pu faire à la première réunion de patients, je me souviendrai toujours de ce papa qui m'a regardé, qui m'a dit « Madame, mon fils, il a des immunoglobulines, quand est-ce qu'on va les arrêter ?» Et là, je me suis dit, oulala, on n'est pas bien. Et 10 ans après, il était avec son petit garçon, Ayoub, je me souviens de lui. 10 ans après, j'ai revu Ayoub, et je lui dis, comment tu vas, Ayoub? Il m'a dit, oh, j'ai des problèmes. Et je lui dis, quel problème? Je ne trouve pas de femme. Je me suis dit, bon, il a des problèmes de son âge, tout va bien. Ce n'est plus des problèmes de santé. Donc, vous avez fait des progrès extraordinaires, et cet après-midi, j'ai vu quelque chose qui était encore nouveau, et que je salue, c'est la coopération et les partenariats que vous êtes en train de monter avec les personnes qui s'occupent d'intégration professionnelle, avec la médecine du travail. Et donc ça, vraiment, c'est formidable parce que c'est comme ça qu'on avance. Et surtout, c'est une façon de considérer les patients pas comme des maladies, mais comme des enfants et des êtres humains. Et donc ça, c'est hyper important parce que c'est un tout, la maladie certes,
Et le premier souci des parents, c'est l'accès au diagnostic et aux médicaments, mais surtout faites-en des adultes. Et ça, c'est hyper important. Voilà, donc je voudrais saluer tout le travail qui est fait au Maroc, c'est formidable, et surtout saluer l'association de patients. Je vois qu'il y a aussi Marie-Anne Ban dans la salle à qui je fais un coucou, parce que vraiment, voilà, vous êtes un exemple, je pense, en Afrique. Merci beaucoup, Martine. Merci pour votre présence aux côtés des familles pour partager votre expérience et aussi partager les bons moments avec nous dans l'association. Et donc, comme vous avez dit, c'est un sujet qui me tenait à cœur, l'école, l'insertion socio-professionnelle, parce qu'il ne faut pas traiter et c'est tout, ça s'arrête là. Il faut qu'on ait un citoyen qui va être producteur, qui aura sa place dans la communauté. Voilà, merci beaucoup. Et sans tarder, je vais donner la parole à une autre grande dame, bien sûr, c'est Madame Benhayoun, notre présidente de l'association Hajar, qui combat tous les jours pour le bien-être de nos patients et leurs familles. À vous la parole, Madame Benhayoun. Merci. Merci. Salam alaikum. السيدات والسادة الأساتذة، السادة الأطباء والخبراء، الشركاء الأسر الكريمة وأصدقاء هاجر. ونحن نصل إلى ختام هذا اللقاء المتميز. أود باسم جمعية هاجر أن أعبر عن عمق امتناننا لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر. كانت أيام غنية بالنقاشات العميقة والعلمية وتبادل الخبرات، ولكن كانت أيضا مليئة بالإنسانية والأمل، ونحن كجمعية لمسنا هذا. من خلال مختلف المداخلات لمسنا أهمية التعاون بين الأطباء الباحثين، المؤسسات والجمعيات والأسر من أجل تحسين التكفل بالمرضى المصابين بأمراض ضعف المناعة الأولي. لكن إلى جانب التقدم الطبي يذكرنا هذا المؤتمر بحقيقة نعلمها جميعا، فوراء كل تشخيص هناك طفل وهناك أسرة ومسار حياة ومستقبل يجب أن نبنيه. وبصفتي رئيسة لجمعية هاجر أود أن أتوجه بشكر خاص وعميق للبروفيسور بوسفيحة. بروفيسور لأن البروفيسور بوسفيحة تعرفت عليه في مرحلة في الحياة كنت تائهة ببنتي، وهو ما شاء الله تعرف على المرض، وكانت واحد العلاقة أخوية كبيرة، ومنحني فرصة باش نساهم في العمل الجمعوي، وعطاني الإيمان بأهمية إشراك الأسر والمجتمع المدني في مواكبة المرضى، وعطانا دفعة كبيرة لمساندة المرضى وباش يكون هذا العمل الجمعوي عنده النتائج اللي كنشوفوها اليوم، كنشوفوها في المرضى وكنشوفوها في الأسر. فبفضل الدعم ديالو والثقة ديالو استطاعت جمعية هاجر أن تواصل رسالتها الإنسانية إلى جانب طبعا الطاقم الطبي والعلمي. شكرا بروفيسور. Je tiens aussi à remercier chaleureusement Martine Perjean pour son soutien précieux, sa participation tout à l'heure effectivement aux ateliers qui étaient très très riches. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on veut faire de ces personnes, de ces enfants et de ces adultes qui seront ultérieurement adultes, on veut les intégrer dans la société. On veut qu'ils soient scolarisés. Et effectivement, on est en train, au niveau de l'association, de partir dans ce sens-là. C'est pas uniquement le traitement c'est basique, c'est le niveau 0, on va dire. Et c'est la scolarité et l'insertion socio-professionnelle. Donc, on en fait vraiment un sujet. Et justement, on va y arriver grâce aux conventions, aux partenariats que nous allons tisser avec nos partenaires. وبصفتنا جمعية تمثل المرضى وأسرهم ستظل رسالتنا هي مواصلة الدفاع عن صوت العائلات
كنشكر العائلات اللي حاضرين معنا اليوم، والتحسيس بهذه الأمراض ومواكبة المرضى والدفاع عن حق كل طفل، أولاً في التشخيص المبكر، في العلاج، في التمدرس، وفي الإدماج، وفي حياة كريمة مليئة بالأمل. نحن نؤمن بأن التقدم الطبي يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع مزيد من الإنسانية والتضامن والإدماج الاجتماعي. كما أتوجه بخالص الشكر لشركائنا ولكل المتطوعين في الجمعية، متطوعين اللي كيتزادوا نهار على نهار، كنشكرهم لأن بهم باش كنقدروا نديروا بزاف ديال الأمور. أود كذلك أن أوجه رسالة خاصة للأطفال والشباب المرضى: لا تتوقفوا أبداً عن الإيمان بأنفسكم وبأحلامكم، ولكم مكانكم كامل في المدرسة وفي المجتمع وفي مستقبل وطننا إن شاء الله. وفي الختام أتمنى أن يشكل هذا اللقاء خطوة جديدة نحو تطوير التكفل بأمراض ضعف المناعة الأولي بالمغرب، وتعزيز العمل المشترك لخدمة المرضى وأسرهم. وباسم جمعية هاجر أشكركم جميعا على حضوركم ودعمكم والتزامكم، وأتمنى التوفيق للجميع، وشكرا. Merci beaucoup, Madame Benhayoun, pour ces mots qui sont très sincères, émouvants aussi. Donc, bien sûr, les familles sont toujours présentes et on fait tout ça pour, bien sûr, pour le bien-être de nos petits patients et bien sûr nos familles, et aussi c'est notre nation, c'est le Maghreb. Et nos grands patients, nous avons beaucoup d'adultes, ils sont bien sûr. Oui, bien sûr. Petits patients, ils restent petits, hein. Même s'ils grandissent, on n'y peut rien. Nous, les pédiatres, c'est comme ça. Hein. On tisse des liens un petit peu bizarres. Donc, voilà, on a eu droit à des grandes personnes, des présidents de sociétés, des grands professeurs, et j'ai une surprise pour vous. Je veux porter hommage à un grand professeur. Je vais le décrire un petit peu. Un grand professeur qui m'a initié au déficit immunitaire à côté de monsieur le professeur Bousféhan, bien sûr. Un grand professeur clinicien. Un grand professeur pédiatre. Je ne sais pas comment le décrire, mais c'est une grande dame. Un professeur, parce que c'est un professeur. On ne dit pas une doctoresse, c'est l'ancien français. Mon professeur est en même temps mon ami, ma collègue, avec qui j'ai partagé des moments qui, je ne peux pas décrire, des moments difficiles, des moments très heureux, des voyages, des découvertes, des soins avec des patients, des congrès, des choses inimaginables. C'est notre quotidien. في هذا اليوم المميز يسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم إجلالا لهذه الأستاذة أيلا الفاطمة. ولكن غادي نتكلم من القلب ديالي. هي أستاذة متواضعة، ما كتبغيش الكاميرات، ما كتبغيش الهضره، ما كتبغيش الشكر، ما كتبغيش ولكن كتبغي الطيب ولا كتبغي الطيب ولكن كتبغي العمل المتقن. التفاني هو العنوان ديالها، التفاني بجانب المريض. ما عندهاش الحساب، ماشي المريض ديالي ولا الساعه ديالي ولا هذا. ديما elle est présente.
حاضره ديما عندنا في السيرفيس. كما كيقول الاستاذ بوصفيحه، الا ما لقيتيش الاستاذه اينه راه ماشي ما كايناش، اتقلب عليها راه مخشيه حدا شي مريض اللي عنده ليكزاميني. شكرا جزيلا. تعلمنا منك بزاف، تعلمنا منك الانسانيه، تواضع، ديتر كلينيسيان افون تو. يعني ماشي نبقاو نجريو مورا شي حوايج اللي هما صعاب، مي اكزاميني لو باسيون بيدينا، نسمعوا له، ما نقولوش مشكل في الانتيروغاتوار او لما كنفهموش او لا. هذا بونسي au confort du patient, de la famille aussi, et facilité pour tout le monde aussi. elle a واحد الايجاب، ماشي نقول الايجابيات، واحد الصفه ميزه انها ما كتنساش الطلبه ديال الطب، ديما كتجي مورانا بوغ لي توبو. الطلبه ديالها كتشدهم معاها، كتعلمهم، يعني كما كنقولوا حنا بالدارجه الشاده والفاده. الحاجه بالنسبه لي انا نقدر نقول لا راه يمكن عارفينها، ما هي بالنسبه لها كتبدا دو ا ا زد، لا كامباني لو بيتي حتى لو غران بروفيسور. شكرا جزيلا. انا عرفتك ما عندكش مع لي زوماج، ولكن هذا واجب، هذا اقل ما نقولوا في حقك استاذه. وطبعا ما يمكنش نكملوا هذا لوماج الا من الاستاذ بوصفيحه اللي قال لنا راه شدها من يديها نهار اللي قالوا له راه دير ليمونو. غيقول لنا واحد الكلمه في حقها. وشكرا. مشكلة هي أختي وزميلتي، هي الأستاذة أيلان فاطمة، الله يرحم اللي رباها، حي وميت، الله يرحم اللي قراها. أستاذة رائعة. من 1997 ملي جيت فرنسا، المريضة الأولى حتى 2000 هذه تقريبا 65 عام وهي كتكلف باللي مرضى. هي كيسا لا من 97 حقيقة كان عندنا مرضى مشترك سميتها هاجر، وكانت واقفة عليها واقع عقل، وهي اللي سمينا بها الجمعية. أستاذة إيلان امرأة رائعة متواضعة. بدلنا البرنامج هذه الجلسة باش ما تمشيش، يعني كنا نخليو التكريم حتى الاخر. قالوا لنا شكون؟ قلت لها اتونسيون راه هي ملي كتحس بشي تنقنيقه كتمشي ما كتبغيش تبعد. شكرا جزيلا استاذه، الله يرحم لك الوالدين، الله يستر لك امرك ويحفظك انت ووليداتك، الله يخليك لنا ويخليك الوليدات المرضى وليداتك وعائلتك، وتبارك الله عليك والله يرحم والديك. نتمنى أن تتقبلي منا. أستاذة إيلان ممكن تاخذ معنا واحد الصورة؟ ان بتي توماج. اجي مع الأستاذ بوصفيحة. لا 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 ولا الأستاذ العزيز ربي يحفظك. Et un petit cadeau qui n'a. شكرا. عطيتني قشيش أين من حسين عطيتها. كما قال مسو بالصحة، فيما كنحس بشي تكريم كاين كنهرب. ولكن اليوم الأستاذة بن حسين حصلتني. شكرا لكم جميعا، ما كندير غير الواجب ديالي. شكرا على الكلمات الجميلة اللي قلتهم في حقي، ولكن بالنسبة لي أنا كندير غير الواجب ديالي، ما كنزيدش عليه. الحمد لله، الله يرحم والديك. Donc après cette grande surprise et on passe un petit peu au sérieux. On va passer aux présentations. On a encore dans le programme 3 belles présentations. Très court. Oui, restez avec nous s'il vous plaît. Alors, وحدة بالعربية، الحي علاجيات في ضاء ميم ألف، يعني la biothérapie
Et puis, on va voir l'aspect de la scolarité, l'insertion socio-professionnelle avec Martine et Nézar après. Donc, ne zappez pas, s'il vous plaît. Merci. حضور الكريم، نتابع الجلسة. فدكتور رائد زيد إن شاء الله يمتعنا بهذه التقديم الرائع حول العلاجات الموجهة لاضطرابات العوز المناعي الأولي. شكرا لانتباهكم. السلام عليكم مرة أخرى. راح أقدم إن شاء الله بالعربية. I'll presenting in Arabic, but I promise you next time I'll present in French. Since my French language is improving, so far I got 3 words. So bonjour, ça va très bien. So next time I'll present in French. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. العلاج الموجه لاضطرابات عوز المناعة الأولي والمعروف بتارجتد ثيرابي، وجزء منه هو العلاج الحيوي أو البايوثيرابي. كما تعلمون أن علاجات اضطراب عوز المناعة الأولي تعتمد على نوع الاضطراب المصاب به المريض حسب الطفرة الجينية، ونعلم أكثر من 580 مرض لغاية الآن متعارف عليها باضطرابات المناعة أو عوز المناعة الأولية أو الأخطاء المناعية حسب الترجمة IEI أو PID. كما يشير هذا الجدول، فهناك بعض الأعواز المناعية يمكن علاجها بعلاج حصري طبي، وهناك غالبا طبي يغلب عليها العلاج الطبي، وهناك منطقة رمادية ما بين الاثنين، إما علاج طبي أو تدخل بزراعة خلايا النخاع العظم أو الخلايا الجذعية. هناك بعض الأعواز المناعية الحل الرئيسي هو زراعة الخلايا الحصريا حيث لا تفيد هذه العلاجات، وفي بعض الاضطرابات المناعية ممكن علاجها بزراعة الخلايا الجذعية أو العلاج الجيني. سنركز في هذا التقديم على العلاجات الطبية، وكما تعلمون هناك تعويض الأعواز نقص الأجسام المضادة بإعطاء الIgG سواء كان عن طريق الوريد أو تحت الجلد، إعطاء المضادات الحيوية الوقائية أو العلاجية خلال الالتهابات التعفنية، أو العلاج بالإنزيمات إذا كان المريض مصاب بنقص واحد من الإنزيمات. لكن سنركز على هذا الخط الأحمر وهو العلاجات البيولوجية أو الحيوية، معدلات المناعة واللي هي الإميونوثيرابي أو إميون موديولاتري تريتمنت، ومثبطات الجزيئات الصغيرة. فالعلاج الموجه أو العلاج الحيوي أو البيولوجي وهو ما توصل إليه العلم الحديث في علم المناعة بتوظيف هذه العلاجات من ضمن الطب الدقيق بريسيجن ميديسن، بتوظيف العلاجات الموجهة لضبط المسارات الجزئية داخل الخلية والتي تتأثر بالزيادة أو النقصان نتيجة الطفرات الوراثية، وهذه بعض الأمثلة لكن سنأتي بالتفصيل عليها. يتوارد المصطلحات الطبية هي العلاج الموجه كما أسلفت هو targeted therapy، وأحيانا يستخدم العلاج الحيوي وهو أو البيولوجي. هناك بعض الفروقات البسيطة، والأدق العلاج الموجه يستخدم جزيئات صغيرة تستهدف الطفرة ومسار خلوي محدد داخل الخلية، وأفضل الأمثلة عليها هي مثبطات جاك والBI3K inhibitors أو مثبطات BI3K، سنأتي عليها بالتفصيل. بينما العلاج البيولوجي هو أكثر شمولاً، حيث يعتمد على وجود أجسام مضادة أحادية النسل monoclonal antibodies، واستهداف جزيئات كبيرة على سطح الخلية أو خارج الخلية، وهي بعلاج ظاهرة مناعية وليس المرض الرئيسي، كعلاج الاضطرابات المناعية الناتجة عن الخلل الجيني الوراثي المسبب لمرض اضطراب المناعة. يمكن تلخيص آليات العلاج الموجه في علاج اضطرابات المناعة ضمن 4 آليات رئيسية كما يشير هذا الجدول مع بعض الأمثلة نأتي عليها بالتفصيل. أولاً هو استهداف خلل التحمل المركزي في الخلايا التائية أو البائية، وهذه الأمثلة راح نأتي عليها بالتفصيل إن شاء الله. الآلية الثانية هي استهداف مسارات تنظيم المناعة، والآلية الثالثة هي استهداف فرط تنشيط الخلايا الليمفاوية، والآلية الرابعة هي استهداف التوقيع المرتفع للإنترفيرون من النوع الأول.
العلاج الموجه في فرط تنشيط الخلايا، وهذا من أفضل الأمثلة بالعلاجات الموجهة والدقيقة كما يشير هذا الرسم التوضيحي. أتمنى أن يكون واضحا. فهنا أفضل مثال هو الطفرات المفعلة في مسارات الوحدة التحفيزية دلتا من فوسفورينوزيتايد الثالث كاينيز، وهي المسار المعروف عليه PI3K AKT mTOR، حيث يؤدي الطفرة الجينية في PI3K إلى تنشيط دائم للخلايا التائية، وبالتالي يسبب أعراض أو مظاهر مناعية من تنشيط دائم لخلايا التائية، وفرط بتمايز وتوسع الخلايا التائية الفاعلة، ونقص في الخلايا الذاكرة، وضعف الاستجابة المناعية، وملامح من الخلل المناعي والمناعة الذاتية. بوجود علاج موجه وهو كما تشاهدون هنا اللينوسيب، وهو أفضل علاج موجه لهذا المرض، حيث يستهدف البروتين المسبب للازدياد أو فرط المسار ب PI3K AKT mTOR، ويعد هذا هو بروتوتايب، يعني مثالا نموذجيا العلاجات الموجهة في اضطرابات العوز المناعي الأولي، لأنه يستهدف بشكل مباشر الخلل الجزيئي المحدد، وهو يؤدي إلى علاج هذول المرضى بشكل كبير، ونادرا ما يحتاجون إلى علاج كزراعة الخلايا الجذعية. المثال الثاني هو الأكثر شيوعا بالاستخدام بالطب المناعة الحديث، هو استهداف مسارات تنظيم المناعة regulatory component or compartment من الجهاز المناعي، هو الخلل في CTL4 والخلل في ال RBA، حيث يعد CTL4 مستقبلا مثبطا رئيسيا. العفو. العفو بس. حيث يعد CTL4 هو من البروتينات المثبطة عند تنشيط المناعة بشكل بارتباطه إلى أحد البروتينات المثبطة لإنهاء التفاعل ما بين الخلايا المقدمة للجين والخلايا التائية. ووجود خلل جيني ب CTL4 أو المرض المتوازي له وهو ال RBA deficiency يؤدي هذا الاضطراب المناعي، حيث وصف لأول مرة عام 2014 بوجود نقص جاما جلوبولين الدم، والتهابات متكررة في الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، إضافة إلى مظاهر مناعية ذاتية تشمل فقر الدم المناعي وتضخم الطحال وآفات التهابية في الجهاز العصبي المركزي. وكما أسلفت يعد بروتين ال RBA هو يعبر عنه بالتوازي ب CTL4 نقص CTL4، ويعتبر أن ال RBA يلعب دورا أساسيا في إعادة تدوير CTL4، فيعطي الخلل أو الطفرة الجينية بنموذج مناعي عوز مناعي متشابه بين المرضين. فأفضل مثال هو الأباتاسبت، وهو يعتبر الأباتاسبت أحد الأدوية الموجهة لعلاج CTL4 أو نقص CTL4 أو نقص ال RBA، حيث هو بروتين اندماجي يجمع ما بين ال IgG1 FC portion والمجال خارج الخلوي ل CTL4، أي يقوم بالارتباط بالبروتين الذي يوقف التظاهر المناعي أو المظاهر المناعية لفرط إفرازات فرط الخلايا التائية، ويؤدي هذا العلاج إلى التحسن بنسبة 80% من هذول المرضى، وتجنب العلاج كزراعة الخلايا الجذعية. وهو علاج أساسي بال RBA وال CTL4، إما بعلاج المرضى على المدى البعيد أو يستخدم كجسر لاستفادة منهم بتثبيط الظواهر المناعية للمرض قبل الشروع بزراعة الخلايا الجذعية. مثال آخر وهو اضطرابات العوز المناعي الناتجة عن مسار جاك ستات، وكما قدمت الأستاذة عبير اليوم عن مثبطات جاك، نظرا لأن بروتينات جاك ضرورية لنقل الإشارات لعدد واسع من المستقبلات، فإن تأثير مثبطات جاك يكون أيضا له عمل واسع
في كعلاج موجه باضطرابات المناعة الأولية. هناك 4 بروتينات رئيسية للجاك و6 بروتينات للستات. تؤدي هذه بتحفيز حوالي 57 بروتين أو سيتوكاين أو كيموكاين، فإذا استهدافها يؤدي إلى السيطرة على العديد من الاضطرابات المناعية الناتجة عن الطفرات الجينية. سنتحدث عن الطفرات المسببة لفرض النشاط الوظيفي لهذا المسار، وهي الجين اوف فانكشن، والتي تؤدي إلى فرض في عمل جهاز المناعة وتؤدي إلى مظاهر مناعية شديدة يمكن استهدافها بمثبطات جاك والتخلص من هذه المظاهر المناعية الناتجة عن التنشيط الغير طبيعي لجهاز المناعة. هناك 3 أجيال من مثبطات الجاك، وهو من العلم الحديث التي أحدثت طفرة في علاج الأمراض المناعية بشكل رئيسي. تم ترخيص هذه الأدوية لاستخدام الأمراض الروماتيزمية كما تشاهدون في هذا الجدول، حيث الجيل الأول كان يستهدف بشكل أوسع كل بروتينات الجاك وهو التوفاسينب، والجيل الآخر أكثر خصوصية هو استهداف جاك 1 وجاك 2 مثل الروكسيلاتيميد، وهناك الجيل الثالث وهو أكثر خصوصية وأكثر توجها حيث يختار بروتين واحد وهو تثبيط جاك 1 مثل يوبيداسيتينب. بما أن هذه العلاجات تم ترخيصها واستخدامها من قبل ال FDA بالعلاجات الروماتيزمية، كان استنباط عمل هذه المثبطات لعلاج الأعواز المناعية أو أمراض نقص المناعة أو اضطرابات المناعة. وهذا الرسم التوضيحي يوضح أهم الطفرات الجينية المؤدية إلى اضطرابات المناعة التي يمكن علاجها بمثبطات الجاك ستات، وهي كما ذكرنا فرط العمل المناعي أو الطفرات التي تؤدي إلى فرط العمل المناعي لستات وجاك، بالإضافة إلى الاضطرابات الناتجة عن النوع الأول من الانترفيرون، وهي غالبا ما تكون التهابات مناعة ذاتية، هي الأوتو انفلاماتوري ديسوردرز، وأفضل مثال عليها هو السافي. ننتقل للعلاج البيولوجي الأكثر شيوعا واستخداما بمعظم الأمراض المناعة الذاتية، سواء كانت من البدايات بأمراض روماتيزمية أو أمراض مناعية، ونخص بالذكر هنا استخدامها بأمراض اضطرابات المناعة والعوز المناعي، وهو استهداف أو الأجسام المضادة الموجهة لاستنزاف الخلايا البائية البي سيل ديبليشن. وهناك العديد من الأمثلة، لكن المثال الأكثر شيوعا هو استخدام الريتوكسيماب. يمكن بمراجعة الأدبيات الطبية في استخدام مثبطات أو استنزاف الخلايا البائية بتلخيصه ب5 استخدامات رئيسية، هو المناعة الذاتية أو نقص الخلايا الناتج عن المناعة الذاتية، وهو أكثر استخدام وأكثر شيوعا، مثل الاي تي بي والاوتوميون هيموليتيك انيميا، او CVID هو نقص المناعة المتغير الشائع. أيضا وجود المناعة الذاتية الجهازية، وهي إعطاء علامات مثل الذئبة الحمراء أو التهاب الجهاز الهضمي المناعي أو التهاب الكبد المناعي. الإصابة بفيروس EBV، سواء كان بأبسط مثال للعلاج هو متلازمة البلعمة الأولية الHLH الناتجة عن طفرات جينية وراثية أولية، ووجود التكاثر المناعي سواء كان بالغدد اللمفاوية أو بالكبد أو الطحال. وهناك استخدام للمثبطات أو استنزاف الخلايا البائية، وهو بالمرض الشائع المتغير، حيث يؤدي إلى الالتهاب الرئة الخلوي الحبيبي المزمن جلد. ننتقل إلى العلاجات البيولوجية. هذه معظم الأمثلة ضربناها هي على استخدام الأدوية الموجهة. ننتقل الآن إلى العلاجات البيولوجية، وهي كما أسلفنا بعلاج المظاهر الناتجة عن
الاضطرابات المناعية وليس علاج المرض الرئيسي، لكن هذه أثبتت باستخدامها بالسيطرة على العديد من المظاهر المناعية الناتجة عن الاضطرابات المناعية. أفضل مثال هو مثبطات TNF ومسمية بالسايتوتوكسيك ايجنتس، والعديد من الأمراض من أدوية TNF أو الأدوية الأجسام المضادية إحادية النسل نسميها مونوكلونال أنتيبوديز، باستهداف العديد من الأمراض المناعية كما تشاهدون بالجدول، كما المرض الشائع المتغير مع المرض الحبيبي أو التهابات المشابهة لالتهاب القولون المناعي أو مظاهر المناعة الذاتية. أيضا استهداف السيتوكاين IL-1 بتثبيط IL-1، وهو من السيتوكينات القوية التي تنتج عن التهاب مفرط، وهذه قائمة بالأمراض التي ممكن تستخدم فيها أيضا المرض الشائع المتغير والأمراض المناعة، الالتهابات الذاتية كما أسلفنا الأوتو inflammatory disorders، والHLH وهو مرض البلعمة الأولي. أيضا من الأمثلة الأخرى هي استهداف ما أصبح يتعارف عليه الآن بأمراض أو فرط الحساسية الأولي المصاحب لأعواز مناعية كثيرة، يتعرف عليه حاليا بالبرايمري اتوبيك ديس اوردر، باستهداف السيتوكينات المسؤولة عن ظواهر الحساسية كالالتهاب الجلد التأتبي المزمن أو ارتفاع بخلايا الإيزونوفيلز بالأنسجة أو الربو القصبي المصاحب لفرط إفراز الإيزونوفيلز أو الIL-5، حيث يمكن استهداف هذه السيتوكينات. عندنا الIL-5 وهو المتعارف عليه بميبلوزماب، واستهداف السيتوكينات IL-4 والIL-13 بدوبيلوماب، وهو استخدامه واسع للعديد من الأمراض، أشهرها الدوك 8 نقص الدوك 8 والكارد 11 والوسكوت ألدرش، حيث والأبيا ARPC1 deficiency، لأنه عندها العديد من الأمراض الحساسية الأولية أو البرايمري اتوبيك ديس اوردر. حديثا استخدام مثبطات سيتوكاين 18 كعلاج أساسي للHLH وهو البلعمة، داء البلعمة الأولي. أيضا كما استخدامه بطفرات جينية مسببة للHLH مثل زياب ديفيشنسي. هناك علاج بيولوجي شائع استخدامه هو التوسيليزوماب، وهو يستهدف السيتوكاين 6، حيث يستخدم بكل مرض مناعي ينتج عنه بفرط بإفراز سيتوكاين رقم 6، وأفضل الأمثلة هي السافي والSOCS ديفيشنسي. على الجهة المقابلة باستهداف الانترفيرون، كما أسلفنا يمكن استخدام الانترفيرون مثبطات الانترفيرون جاما على وجه التخصص في حديثا تم ترخيص دواء إيمابيليوماب، وهو جسم مضاد أحادي النسيلة من نوع IgG1 يستهدف الانترفيرون جاما، وهو حصل على موافقة لأثبت فعاليته في علاج مرضى داء البلعمة الأولي، خصوصا إذا كان معاند للعلاجات التقليدية أو استخدامه كجسر قبل الشروع بعملية زراعة نخاع العظم. على الجهة المقابلة ممكن تحفيز إفراز الانترفيرون جاما، وهذا الدواء استخدم الانترفيرون جاما كمحفز منذ 30 عاما بتجربة سريرية تستخدم انترفيرون جاما بفعاليته في تقليل العدوى الخطيرة وتحسن النتائج السريرية لدى مرضى داء الحبيبات المزمن CGD، ومدى حصوله على ترخيص لعلاج مرضى CGD. هناك بعض الأمراض النادرة لكن يتم استهدافها بشكل أساسي بالعلاجات البيولوجية، وهو سنذكر مثالين على كرات الدم البيضاء، وهو الليكوسايت ديفيشنسي أو الأمراض المصاحبة لالتهابات الكرات الدم البيضاء. هذا المرض نادر وهو ويم، كما تعلمون هو هناك طفرة جينية تؤدي إلى زيادة عمل CX
CR4 وهو أحد الكيموكاينز اللي يؤدي إلى المظاهر الرئيسية لهذا المرض، وهو احتباس الكرات الدم البيضاء داخل نقي العظم، مما يؤدي إلى داء بلعمي شديد. بوجود دواء مستهدف لهذا المرض تم استخدامه، وهو بيراكسيفور، حيث يثبط CXCR4 وبالتالي يمنع احتباس كرات الدم البيضاء ويؤدي إلى تحسن العديد من مظاهر هذا المرض، وهي تقليل الالتهابات والتعفنات. أيضا أحد الأمراض أو الأدوية التي أثبتت فعاليتها بمرضى التصاق كريات الدم البيضاء من النمط الأول LAD1، حيث تؤدي إلى التهاب لثوي شديد وهو البيريدونتايتس. أثبتت فعالية استهداف سيتوكاين 23 و17 باستخدام سيتوكينماب بمنع حدوث هذه المضاعفات بشكل كبير، مما تم استخدامه بهذه خصوصا بالمرضى الكبار بالعمر بعد سن الطفولة. ملخص الاستخدام الأدوية الموجهة والحيوية لعلاج أمراض عوز المناعة والطفرات المناعية. أصبحت العلاجات الموجهة عنصرا أساسيا لضمان السيطرة المثلى على اضطرابات عوز المناعة الأولية وتحقيق نتائج سريرية أفضل من خلال القدرة على استعادة توازن جهاز المناعة المضطرب نتيجة للطفرات الجينية، عند مقارنتها بالأدوية التقليدية التي تم استخدامها في علاج أمراض اضطرابات المناعة وعوز المناعة على مدى عقود. فتميزت هذه الأدوية بخفض مخاطر الآثار الجانبية بالأدوية المثبطة للمناعة، وفي العديد من الحالات قد تغني عن اللجوء إلى تدخلات معقدة ومكلفة ماديا مثل زراعة الخلايا الجذعية أو العلاج الجيني، عندما تحقق السيطرة الكافية على المرض وتعيد التوازن المناعي بشكل فعال. لكن للأسف لغاية الآن مع تقدم هذا المجال بعلاج أمراض اضطرابات وعوز المناعة لا توجد إرشادات واضحة، وهي guidelines أو بيانات كافية في الأدبيات تحدد ما هو التوقيت الأمثل لاستخدام وبدء هذه العلاجات، أو ما هو الوقت المناسب للانتقال من هذه العلاجات إلى زراعة الخلايا الجذعية المكونة ومدى فعاليتها على المدى البعيد. ومن هذا المنطلق ينبغي أن يخضع المريض من قبل الطبيب المعالج بالمريض المصاب باضطرابات وعوز المناعة لتقييم سريري شامل وإجراء الفحص الجيني الدقيق لضمان استخدام مثل هذه الأدوية وتجنب الاستخدام الغير أو الاستخدام المفرط لهذه الأدوية وتحديد التوقيت الأمثل. شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا أستاذ رائد الزيود على هذا العرض القيم والممتع. يمكن أن نأخذ سؤالين لضيق الوقت ولتأخرنا. هل هناك سؤال في القاعة؟ بانتظار السؤال أنا لدي سؤال بالنسبة للمرضى الاتش هل تستعملون الأنتي AL1؟ نعم. مؤخرا بدأت استعمله وحقيقة النتائج أحسن من الأوتوبوزيد. وكم من الوقت تستمرون عليه إلى نعم، الأناكين صار استخدامه شائع بمرضى ال HLH ولإعطائه فرص كما تفضلت، فرص خصوصا أنه إحنا عند استقبال المريض لا نعرف إذا كان هو ناتج عن يعني HLH هو برايمري أولي أو أنه ثانوي ناتج عن التهابات روماتيزمية شديدة، فيعد الأناكينرا هو دواء آمن لاستخدامه لحين تحقيق الاستجابة الكاملة. ممكن استخدامه بجرعة تزايدية، عادة نبدأ ب 2 ملغ وممكن نزيد الجرعة لغاية 8 أو 10 ملغ بشكل يومي لحين تحقيق النتائج السريرية والمخبرية لدخول المريض بحالة الاستجابة التامة، ومن ثم يتم توقيف الدواء بشكل تدريجي. أيضا عادة معظم المرضى يحتاجوا من 2 ل4 أسابيع. إذا توفر الإيباليموباب فهو طبعا أفضل بكثير، لكنه للأسف دواء مكلف جدا وليس متوفر بكل المراكز. شكرا. هل هناك سؤال آخر؟ إما المحاضرة غير مفهومة أو أنه يعني ما شاء الله عليكم خبرة بهذا المجال.
العربية هي التي سيدة الموقف. فإذا لم يكن هناك سؤال نشكر مرة أخرى الأستاذ رائد الزيود et je donne maintenant la parole à Dr Nizar Mehlaoui qui va nous parler d'un sujet qui est très 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 important pour nous qui suivent les patients de déficit immunitaire et je ne vais pas dire encore plus. Je vous laisse découvrir avec Dr Nizar. Merci. Merci beaucoup. Je vais vraiment respecter mon temps, donc ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que le sujet était passionnant, donc j'ai beaucoup de diapositives. Je verrai si je peux toutes les passer ou pas. Je ne sais pas comment... Ah oui, on passe comme ça, je crois. Voilà. Juste pour vous dire que dans le registre français des déficits immunitaires dont je m'occupe, il y a quand même aujourd'hui, maintenant, 62% des patients qui ont atteint l'âge adulte. Hein, ça, c'est les patients actuellement vivants. Donc, sur une base de données qui comprend plus de 10 000 patients, ce qui fait quand même le plus gros registre au monde. Que l'âge au diagnostic clinique est en médiane de 10 ans. Et évidemment, il est différent en fonction des catégories diagnostiques. Et là, on représente ici les décennies au diagnostic. Et vous voyez en bas quand même que majoritairement, les déficits immunitaires sont diagnostiqués dans l'enfance, et même la petite enfance, mais qu'il y a encore la possibilité de diagnostiquer des patients à l'âge adulte, voire même très adulte. Hein, on voit 50, 60, 70 ans, même si ça représente une minorité. Et j'en parle parce que dans le contexte professionnel, ça peut être évidemment important. Alors, ce qu'on appelle le fardeau, là en l'occurrence pour les déficits immunitaires communs variables, et il y a un indicateur qui s'appelle le nombre d'années perdues. C'est en bleu les DICV et en orange la population générale, et on voit que dans la population générale, eh bien, plus on avance en âge et plus il y a un fardeau lié à l'âge et à d'autres peut-être comorbidités. En revanche, pour les patients DICV, le fardeau est très important d'emblée, dès les premières années de vie et tout au long de la vie. Donc c'est vraiment une pathologie lourde. Le fardeau est essentiellement lié aux infections et à d'autres comorbidités. Là, c'est la fatigue, parce que très souvent, les patients, même en pédiatrie, hein, ils nous disent qu'ils peuvent être fatigués, et il n'y a pas beaucoup d'études sur la fatigue dans les déficits immunitaires. Il y en a une de notre collègue Joud Hajar, qui est d'origine syrienne et qui travaille aux États-Unis, et qui était à un congrès ASID, le dernier congrès ASID, et qui a publié en 2017 ce travail, où là, c'est la ligne de la fatigue dans la population générale américaine. Voilà, donc à peu près 7,5% des Américains se disent fatigués. Et là, c'est les patients, la fréquence dans le groupe des patients américains en fonction des catégories diagnostiquées. On voit par exemple les DICV, 30% des patients DICV américains se décrivent fatigués. Les SCID ou les Wiskott-Ulrich, c'est même en dessous de la moyenne. Bon. Donc c'est quand même très prévalent. Et puis, quand on regarde en fonction de l'âge, là, c'est les DICV de mémoire. Non, ça c'est all PIDs. Donc c'est dans l'ensemble des déficits immunitaires, plus on avance en âge, mais dès même l'enfance et l'adolescence, il y a une fatigue qui est présente et qui ne va pas en s'améliorant avec l'âge. Et là, effectivement, c'est pour les DICV, en fonction de l'âge, eh bien, très rapidement, dès l'âge où les gens sont, on peut faire des études ou commencer à travailler, il y a un taux de fatigue qui est important, entre 30 et 40%. Alors, il y a aussi, bien sûr, des études sur la qualité de vie, je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais on voit que pour les patients diagnostiqués dans l'enfance et qui ont atteint l'âge adulte, il y a un mauvais état de santé. Il y a des comorbidités de niveau 3 sur 4 ou 4 sur 4, donc c'est la gravité, qui peut toucher un certain nombre d'organes. En général, un seul organe, mais parfois, il y a des patients qui ont plus de 2 organes atteints. Et on voit l'impact que ça peut avoir sur les différentes dimensions des scores de qualité de vie, que ce soit en santé physique ou en santé mentale, et d'autres indicateurs. Alors,
l'impact, le fait d'avoir un déficit immunitaire peut avoir un impact très fort, on vient de le voir, sur la qualité de vie. Il peut y avoir plein de facteurs différents, comme les maladies fréquentes, une perte d'énergie, de la santé mentale, un syndrome anxieux-dépressif, des problématiques de bien-être, et puis aussi, ça c'est plutôt voilà, lié à la pathologie et disons personnelle, mais il y a aussi des facteurs externes, comme les interactions sociales qui peuvent être altérées, la stigmatisation, l'isolement social. Quand on vit quand on a des ressources financières limitées ou quand on vit dans un endroit où on a peu accès à différentes ressources, c'est un problème. Quand on n'a pas une prise en charge holistique, globale, où on peut prendre en compte l'ensemble de ses besoins, et quand on n'a pas non plus, en l'occurrence de plus en plus maintenant, il y a une fracture numérique, hein, par exemple, des gens qui n'ont pas forcément accès à Internet facilement ou qui ne comprennent pas forcément comment utiliser les outils de visio, de téléconsultation, etc. Ça peut être un souci, notamment chez les personnes un petit peu âgées. Il peut y avoir quand même des solutions. Donc là, c'est un bridge, un pont, et qui donc des challenges jusqu'à des solutions, de prendre en compte les problématiques de travail, de lieu de travail, et notamment de discuter avec les médecins du travail, avec l'environnement de ressources humaines de l'entreprise dans lequel ou de l'université aussi, parce qu'il y a le côté aussi des étudiants qui peut poser des problèmes pour certains patients. Il peut y avoir, en fonction des endroits, un cadre légal qui peut être différent d'un endroit à l'autre, mais qui est en général très peu connu des patients. C'est-à-dire qu'ils connaissent assez mal leurs droits. Et alors, nous, les docteurs, on ne connaît pas bien ça non plus. Donc c'est pour ça qu'heureusement, il y a des professionnels de santé qui travaillent dans les services en général, et qui sont des assistantes sociaux, ça peut avoir un autre nom, social worker en anglais, et qui sont extrêmement précieux pour ces patients. Et puis, on peut, en revanche, nous, en tant que cliniciens, prendre son téléphone, écrire à nos collègues médecins du travail, parce que quand on peut pas, c'est comme pour les médecins généralistes, on peut pas demander à un médecin du travail d'avoir une connaissance très fine de l'immunologie, des déficits immunitaires. On l'a dit plusieurs fois aujourd'hui et hier, ce sont des pathologies rares et complexes. Donc il faut savoir communiquer, échanger avec nos confrères. Je voulais vous rappeler cet outil que Martine Perjean a créé et qui est vraiment formidable, qui s'appelle le PID Life Index. Et donc il y a 6 dimensions et des sous-dimensions, et je voulais vous parler de ces 2 dimensions-là qui sont les services adultes et la transition des soins pédiatriques vers les soins en médecine adulte. Si ça passe là, voilà. On m'a demandé de... C'est bon, enfin, voilà, c'est bon. On m'a demandé de présenter un peu par pathologie ou groupe de pathologie. Donc je vais commencer par les déficits en anticorps. Et clairement, quand on a un déficit en anticorps, on peut bien sûr travailler, j'ai oublié de le dire d'emblée, mais il faut encourager tous les patients à vivre leur vie normale. J'aurais dû commencer par ça. La vie normale, c'est faire des études, c'est travailler, et après, il y a quelques aménagements qui sont possibles et qui sont nécessaires même dans certains cas. Donc là, quand on a un déficit en anticorps, c'est clair qu'il y a l'impact du traitement avec des perfusions régulières, soit à l'hôpital, soit à la maison quand on est en sous-cutané. Donc c'est clair que quand si on veut travailler dans un endroit où on est exposé à des microbes, par exemple dans le domaine de la santé, en l'occurrence quand on veut travailler avec des enfants ou des petits-enfants, il est clair que notamment pendant la période automne et hiver, en tout cas dans l'hémisphère nord, il y aura beaucoup d'exposition à des microbes qui va être un problème. Il y a aussi, dans un certain nombre de cas, faire attention si on travaille dans les services alimentaires, restauration par exemple, ou si on travaille dans un environnement où il y a beaucoup de monde, il peut bien sûr on est exposé à un certain nombre de microbes. Donc c'est à prendre en compte. Alors ça passe ou pas? Non, ça passe pas. Si. Les déficits immunitaires combinés. Alors il y a le contexte de la greffe où bien sûr on est censé avoir guéri le déficit immunitaire, mais il va y avoir une reprise de travail graduelle, hein, donc peut-être 1 ou 2 journées par semaine, puis ensuite petit à petit un peu plus.
Quand on a un syndrome de Wiskott-Aldrich, clairement, il faut éviter les travaux, disons, manuels où on peut être exposé à des chocs, puisqu'il y a une thrombopénie, un risque de saignement, notamment au niveau interne et cérébral. Dans le syndrome de Dijorge, par exemple, il peut y avoir des problématiques déficit cognitif ou de manifestations psychiatriques qu'il faut prendre en compte. L'ataxie télangiectasie, c'est une pathologie où les patients peuvent travailler, simplement ils sont en fauteuil et il faut adapter leur poste et notamment utiliser des outils informatiques et ergonomiques spécifiques, mais c'est tout à fait possible. Moi, j'ai quelques patients qui sont informaticiens en freelance et ça se passe très bien. Ensuite, quand on a un tableau de déficit enfin, les dysrégulations immunitaires, il y a un certain nombre de pathologies. La problématique, ça va être surtout les poussées parfois difficiles à prédire, et puis c'est des poussées qu'il faut traiter en urgence et qu'il faut parfois traiter de manière prolongée, avec du coup une disruption, une perturbation du rythme de travail. Et puis il peut y avoir une inflammation cérébrale qui peut parfois passer de manière un peu infraclinique et qui peut ensuite induire des problématiques du coup d'adaptation thérapeutique. Dans les déficits en neutrophiles, soit fonctionnels, soit quantitatifs, alors là, dans l'exemple de la granulomatose septique chronique, c'est sûr que il y a une exposition aux poussières qu'il faut éviter, travailler avec, par exemple, le jardinage où on travaille avec le sol et on peut remuer des spores et donc induire secondairement des infections fongiques, ça peut être un problème. Mais globalement, il y a beaucoup d'autres métiers qui peuvent être proposés, notamment des manuels ou moins manuels, mais c'est tout à fait possible de le proposer. Alors là où aussi dans d'autres pathologies, l'exposition aux pathogènes induits par la contamination par le sang ou alimentaire peut poser un problème. Et puis attention aussi aux métiers où on peut être blessé, notamment au niveau cutané, puisqu'il y a un risque de surinfection importante. Alors, les déficits en complément, c'est surtout le risque d'infection super fulminante, pour lequel, bien sûr, il y a une antibioprophylaxie et des vaccinations, mais qui, là, en l'occurrence, notamment dans tout ce qui peut être travaux profession dans le domaine de la santé ou dans le domaine militaire, ça peut être un problème. Et puis aussi, notamment quand on travaille avec des adolescents ou des jeunes adultes, dans le domaine de l'éducation, ça peut être aussi, on peut être exposé à des épidémies, notamment de méningite. Voilà, donc d'autres déficits de l'immunité innée, je vais passer relativement vite parce que c'est à peu près les mêmes recommandations. Attention aux blessures cutanées, attention aussi aux endroits où il y a des expositions à des germes particuliers comme la tuberculose endémique dans certains endroits. Voilà. Donc il est possible de travailler, il y a des pathologies avec lesquelles soit la pathologie en elle-même, soit les traitements proposés dans le cadre de la pathologie, notamment quand on doit mettre des immunosuppresseurs ou des immunomodulateurs, il y a un risque infectieux important. Donc les patients à haut risque, c'est les patients qui peuvent travailler dans le domaine de la santé et pour lesquels il peut y avoir un risque infectieux. Travailler dans le domaine de l'enfance, ça peut être un problème. Travailler dans le domaine du jardinage ou du paysagisme, ça peut être un problème. Travailler dans le domaine des déchets et des abattoirs ou travailler dans de la restauration, ça peut être un problème. C'est surtout là où il va y avoir un risque important. J'ai à évoquer le fait que certains patients qui peuvent pas produire d'anticorps et qui, par exemple une maladie de Bruton, où ils n'ont pas du coup de vaccination, notamment contre l'hépatite B, dans leur carnet de santé, peuvent parfois se retrouver bloqués pour entrer dans des études de médecine ou d'infirmier, et on peut avoir des difficultés, nous en tant que spécialistes, à convaincre nos confrères de la médecine du travail pour les laisser quand même faire ses études et travailler dans les services, et ça peut être une difficulté. Donc il faut anticiper ça, notamment quand on parle de transition. C'est un des aspects très importants dans le cadre de la prise en charge des patients adolescents en cours de transition. Donc je l'ai évoqué là aussi, et je vais terminer parce qu'il reste 1 minute. Bien connaître le contexte légal, il y a un certain nombre d'aides, par exemple,
travailler un peu moins d'heures ou avoir des postes de travail adaptés ou avoir des aides financières aussi qui peuvent contribuer, avoir peut-être la possibilité d'avoir un logement dans le cas où une voiture, un véhicule de fonction, ça peut être quelque chose à prendre en compte. Il y a la flexibilité dans les heures, parce que quand on a besoin de prendre des rendez-vous médicaux ou pour les traitements, ça peut être intéressant. Travailler de la maison, parfois le télétravail autorisé dans une entreprise un jour par semaine, pour n'importe quel employé, ça peut être adapté à 2 ou 3 jours par semaine pour certains autres employés. Attention aussi à la vaccination de l'entourage et des collègues de travail aussi, surtout dans un endroit, quand on est en open space, ça peut être un petit peu compliqué. Et il faut essayer de pouvoir à la fois en même temps respecter le secret médical, mais en même temps pouvoir assurer un maximum de protection de groupe, et pas hésiter, je pense, à en parler à son médecin du travail aussi. Il y a ce document, et j'aurais fini, qu'Hippopie a fait sur le fait qu'il peut y avoir un handicap et que parfois être considéré comme ayant un handicap peut être aussi important à mentionner et à valoriser auprès des différentes instances. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de sociétés savantes, dont Arapid et Azid, qui l'ont soutenu. Et en conclusion, toujours collaborer, discuter, échanger, adapter de manière individuelle les décisions, rester dans le côté multidisciplinaire. Il y a dans certains pays même médecins du travail, psychologues et services sociaux qui peuvent organiser des réunions, même en visioconférence, pour pouvoir discuter de cela tout en respectant le secret médical. Penser à la santé mentale, l'estime de soi, travailler, c'est extrêmement important. Tout à l'heure, Itihal a dit on voudrait que ces personnes ou ces patients et ces personnes deviennent des membres actifs de la société, et c'est ce qu'ils veulent aussi. Et faire mieux, je pense qu'on peut continuer à faire faire mieux et faire de la recherche notamment. Donc j'avais encore 20 diapos, mais je vais m'arrêter là, sur des projets de recherche qu'on mène, notamment pour les jeunes à Necker et à Imagine, l'Institut des maladies génétiques, mais ce sera pour une autre fois. Voilà, merci. Merci, Dr Nizar, pour cette magnifique présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, alors, s'il y a des questions, commentaires? Non, pas fatigué. Oui, on va passer à Martine. En attendant qu'elle s'installe, effectivement, il faut qu'on soit une partie prenante. En réfléchissant à l'avenir de cet enfant, il faut réfléchir avec la famille. Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il peut... quelle est son orientation? De quoi il peut rêver? Des fois, on trouve des solutions un petit peu qui sont très rapprochées dont rêve l'enfant. Donc, sans plus tarder, je te donne la parole, Martine. Merci beaucoup, Ibtihal. Et merci, Nizar, d'avoir introduit déjà tout ce qui ne va pas ou qui peut être des freins dans les différentes maladies. Et donc, je voulais juste dire pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est une fédération internationale et on a 80 associations de patients dans le monde. Vous avez la carte ici, avec un petit peu de gris quand même en Afrique, donc on a du boulot. Alors, le sommaire, et je vais aller directement à la question, pourquoi parler d'école à des immunologistes? C'est quand même un peu saugrenu. Et en fait, nos petits patients, eh bien, ils sont particulièrement exposés parce que d'abord, ils ont des maladies chroniques qui débutent souvent dans l'enfance, pas toujours, on l'a vu avec Nizar, des traitements longs, des effets secondaires, des hospitalisations, des traitements lourds, de la fatigue, tout ça, ça a été évoqué déjà, la peur de l'infection dans les situations de groupe ou de foule, et puis la stigmatisation, l'incompréhension face à la maladie, la peur de la contagion. Alors, il y a quelques études qui ont montré un petit peu tout cela. Il n'y a pas beaucoup d'études. Il y a un vrai travail à faire sur cette chose-là. Hein, et quand je parle de ces études ici, ça représente des groupes, il y a 12-14 patients qui ont été suivis. Donc, c'est presque rien. Mais, et Nizar l'a déjà évoqué, les patients sont ainsi plus susceptibles de développer une perception négative d'eux-mêmes, une perception dégradée de leur propre santé et, du coup, même une fatigue générale. Donc, il y a la nécessité de formuler des recommandations.
Alors la question scolaire vue par les patients, puisque moi je représente les patients, je ne vais pas vous faire un topo médical, mais en gros, je me dis, il y a 3 paramètres. Il y a l'absentéisme, il y a le cursus scolaire, et puis il y a la vie collective. Alors si je regarde l'absentéisme, eh bien, ça varie évidemment selon le type de déficit immunitaire. C'est pour ça que c'était super que Nizar fasse le gros du boulot. Merci. On a premièrement l'accès au traitement. On sait qu'il y a des enfants, beaucoup en Afrique, qui ne sont pas scolarisés simplement parce qu'ils ne sont pas traités. Moi, j'ai des patients en Ouganda, par exemple. La maman, elle peut financer, elle a 2 garçons bretons, elle peut financer des immunoglobulines tous les 6 mois. Donc ces enfants, ils ne vont pas à l'école, c'est simple. L'observance du traitement, et ça on trouve ce problème notamment chez ceux qui grandissent. L'expression de la maladie, évidemment, on y a des symptômes plus ou moins sévères, l'acceptation de la maladie, et puis la mobilisation des parents. C'est pour ça que les associations de patients sont importantes aussi. Alors je me suis amusée à faire un cas clinique avec Amine, 9 ans, à gamma-globulinémie, donc il a des infections récurrentes depuis l'âge de 3 ans, il a un diagnostic posé en octobre, un traitement avec des perfusions mensuelles, et puis on voit bien que en octobre de l'année N, il a 6 semaines, il a un retour difficile avec un retard scolaire parce qu'il n'a pas pu récupérer les 6 semaines, il a une nouvelle hospitalisation de 3 semaines en mars, et puis du coup, on lui propose un redoublement. Et la maman dit, il est intelligent, il n'a pas redoublé parce qu'il n'est pas intelligent, mais parce que simplement c'est sa maladie. Donc personne n'a contacté les enseignants, il n'y a aucune information sur la maladie. Donc ce qui serait possible de faire, c'est une lettre médicale à l'école, c'est contacter la direction de l'école, c'est du soutien scolaire pendant l'hospitalisation, et c'est une réunion de réintégration avant le retour. Amine, il n'avait pas besoin d'une école spécialisée, il avait besoin d'une coordination. Alors, le décrochage scolaire, c'est un risque qui est sous-estimé, mais qui est aussi sérieux que les complications médicales, si on veut faire de nos patients des citoyens. Et là, on voit bien dans ce tableau que le risque de redoublement, l'absentéisme scolaire et le décrochage définitif, il est significativement plus élevé dans les maladies chroniques. Et évidemment encore plus quand l'enfant ne reçoit pas son traitement. Si je vais sur le cursus scolaire, qu'est-ce qui est en jeu ? Eh bien d'abord, ça varie encore une fois avec le type de DIP, mais il y a la fatigabilité, la concentration, la capacité de concentration, la difficulté physique. Par exemple, si on est un enfant qui a une petite taille, on en a parlé un petit peu cet après-midi, eh bien on est questionné, on est regardé, t'es pas normal toi, t'es un nain. Le handicap physique aussi, qui peut être la motricité, mais ça peut être la surdité, je pense dans certaines pathologies. La difficulté cognitive et le retard mental, bien sûr, ça existe aussi dans nos pathologies. Les régimes alimentaires, comment on les gère ? La prise de médicaments sur le temps scolaire, qui s'en occupe ? Est-ce que c'est gérable ? La participation aussi aux activités scolaires, le sport, les sorties, les stages, comment ça se gère ? L'articulation du temps scolaire avec les besoins liés au traitement, notamment les immunoglobulines, quand on ne peut pas les faire en week-end, d'où notre mobilisation très forte sur les sous-cutanés. L'articulation du temps scolaire avec les besoins liés aux soins de support, je pense aux ataxies télangiectasies en particulier, la kinésithérapie, l'ergonomie, enfin d'autres choses comme ça. Et puis l'orientation, le choix des métiers, et c'est là que je rembobine ce qu'a fait Nizar, mais il faut l'anticiper dès cet âge-là, et c'est pour ça que la transition, dont Nizar est un grand spécialiste, doit s'envisager très tôt. On en parle dès l'âge de 14 ans, parce que c'est ces questions-là qui sont en jeu. Alors, 3 dimensions. La troisième, c'est la vie collective. Qu'est-ce qui est en jeu ? L'information des enseignants, mais également des enfants, et également les parents des enfants, parce que c'est eux qui peuvent vous faire des misères. La compréhension, l'acceptation de la maladie, qui est possiblement invisible, et très souvent invisible, honnêtement, par les autres. Par soi-même pour commencer, mais par les autres. Le risque infectieux à l'école. Est-ce que je dois envoyer mon enfant à l'école si y a, je sais pas quoi, un cas de rougeole, puisque c'est la mode en ce moment. Et puis la capacité d'individualisation des apprentissages. On a souvent des écoles qui sont gérées pour traiter une moyenne d'enfants, mais qui ne s'adaptent pas de façon plus personnalisée. Alors le médecin, c'est un des acteurs clés de l'inclusion scolaire. Il a un rôle pivot précisément pour évaluer les besoins éducatifs et les handicaps associés, c'est le travail un peu qu'a fait Nizar tout à l'heure, aider à coordonner avec l'école, les rééducateurs et les familles bien sûr, aider la personnalisation du parcours, prévenir les risques de décrochage, de maltraitance, d'orientation inadaptée, orienter vers des formations professionnelles adaptées, soutenir les familles dans leur démarche et garantir le respect des droits de l'enfant.
Alors les textes qui font référence, rassurez-vous, je ne les commande pas, c'est juste pour dire qu'il y en a beaucoup, et que le Maroc et de nombreux pays africains les ont signés. Donc vous pouvez aussi vous y référer. C'est quoi? Ce sont une base universelle qui montre que les enfants malades appartiennent clairement à la catégorie des enfants vulnérables. Donc la maladie, ce n'est pas un facteur limitatif. Que les enfants qui ont une maladie chronique dont la maladie chronique entraîne un handicap ne doivent pas être tenus à l'écart du système juste parce qu'ils sont malades, et que la lutte contre l'abandon scolaire doit faire partie intégrante des responsabilités des soignants, au moins dans l'alerte et la coordination. Alors la question, c'est comment rendre l'école possible? Alors des exemples d'actions, là je vais aller très vite. Les pays du Nord, bon, j'ai mis quelques exemples, les classes hospitalières, les enseignants à domicile. On peut faire beaucoup de choses, y compris avec des bénévoles, des enseignants en retraite par exemple. Hein. Et avec le digital maintenant, on peut aussi disséminer beaucoup plus. L'Allemagne, les Royaumes-Unis, etc., je passe. Des pays du Sud aussi, hein, là on a des exemples, le Brésil, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, l'Inde. On va trouver des choses aussi qui se font. C'est souvent des pilotes très localisés, mais il y a matière à réflexion, et à réflexion adaptée au contexte du pays. Donc la question n'est pas est-ce possible, la question c'est comment on avance. Le rôle des associations de patients en coopération avec les médecins. S'il n'y avait pas de médecin, il n'y aurait pas de patients. Et s'il n'y avait pas de patients, il n'y aurait pas de médecin. Donc c'est un duo absolument, voilà, on ne peut pas le séparer. Elles produisent des outils, des conseils pour stimuler et aider les familles dans leur action locale. Et elles développent des plaidoyers pour faire évoluer les cadres réglementaires et législatifs des pays. C'est ça notre rôle. Et donc le rôle par pays. C'est pour ça qu'à Hippopie, on veut des associations nationales, parce que nous, on peut aider à faire, mais on ne peut pas faire à la place des Marocains. On n'est pas Marocains. Hein, et je ne suis pas népalaise, je ne suis pas colombienne, etc., etc. Donc, Hippopie, par contre, on a fait un certain nombre de ce qu'on appelait des leaflets, un guide pour l'école, mais on a aussi de rester en bonne santé, ou les traitements, un guide pour les familles, où on va donc donner, on va mettre dans la bouche et la main des familles les mots qu'ils peuvent utiliser. C'est pas toujours simple de parler de ce qu'on a, de parler de qui on est. Donc il faut aider les familles. C'est pas tout de leur dire allez-y les petits gars, il faut les outiller. L'aide au plaidoyer, Nizar en a déjà parlé, et donc on a cette grande fierté d'avoir fait ça. Et ça vient d'une demande des patients en Turquie qui nous ont dit on ne peut pas avoir d'immunoglobulines quand on est adulte, sauf si on est déclaré handicapé. Et on a dit ben voilà, on va faire un plaidoyer, on l'a écrit, on l'a fait avaliser par toutes les sociétés, mais Nizar l'a déjà dit tout à l'heure. Des associations aussi aux missions transversales. Quand on est sur la question de la scolarité, parfois c'est intéressant d'aller vers les alliances maladies rares. Le docteur Haed m'a envoyé l'association maladies rares qui est en train de se créer en Jordanie. Et bon, c'est vraiment formidable. Il faut les deux. La transversalité, association maladies rares, la verticalité, les spécialistes des DIP pour aller vraiment sur les sujets. Donc là, j'ai mis 2 références. Un guide de la scolarité d'IRIS. Ça, je voulais vous en parler parce qu'il existe. On est en train d'ailleurs de le réviser. IRIS, c'est l'association française. Et honnêtement, vous voyez, la maladie, comment on l'explique? Comment on la met en mots simples? Les infections, les traitements, expliquer. Il ne faut pas que les parents autour se disent « mon enfant va être contaminé par cet enfant qui est tout le temps malade ». Il faut que, et donc il faut arriver à expliquer tout ça. Et les familles, il faut leur mettre un petit peu les mots, comme je l'avais dit. Et donc, je vous le signale, parce que vous voyez, c'est quelque chose de très concret. Vous voyez ici des exemples de fiches, scolarité absente, comment organiser quelque chose, planifier un stage ou un voyage en France ou à l'étranger. Ça, c'est un truc, moi j'ai des appels, des fois, on me dit « demain, je pars en Asie, comment je fais ?» Eh bien, pas demain, là, non, il faut s'y prendre 6 mois à l'avance. Voilà, plein de choses comme ça. Alors, comment agir concrètement? Eh bien, en conclusion, des pistes côté médical, donc là, vous allez tous me haïr, mais 1. Repérer le risque scolaire, c'est-à-dire en consultation, essayer de demander comment ça se passe à l'école, des absences, des retards, un peu de tester la motivation. Un enfant qui pleure pour ne pas aller à l'école, il y a sûrement quelque chose qui se passe à l'école qui ne va pas bien pour lui. Et c'est vrai pour tous les enfants, mais encore plus peut-être pour ceux-là. Intégrer une ligne situation scolaire dans votre courrier de consultation. Documenter médicalement les besoins éducatifs. Alors pour les services éducatifs, les autorités scolaires, fournir des certificats clairs, pas avec des écritures médicales qu'on n'arrive pas à lire.
Ils sont tapés. Mais encore pas tout le monde, hein, je peux certifier. Intelligence artificielle, mais personnalisée aussi, parce qu'il faut vous mettre à la place de l'enseignant. Donc, il a déjà 25-30 monstres à gérer, hein, parce que les enfants d'aujourd'hui sont quand même assez compliqués. Et alors, en plus, il y en a un avec qui il faut faire des trucs particuliers. Donc, il faut être très concret. Et puis, il faut aussi aider les patients, les parents, à pas surprotéger. On a des parents qui vont dire « Ah non, non, il ne peut pas faire de sport », alors que le sport, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour lui. « Ah non, non, il ne peut pas aller à la piscine ». Pourquoi il n'irait pas à la piscine? Dans certains cas, c'est vrai, mais dans d'autres, non. Donc, il faut vraiment personnaliser ça. J'ai donc proposé et soutenir des aménagements, des horaires allégés, des cours à l'hôpital ou à domicile. Et ça, c'est du pas à pas. On ne va pas faire des miracles du jour au lendemain. Mais quand on commence, il se passe des choses. Et on l'a vu cet après-midi. Il y a des partenariats qui vont se nouer, c'est formidable. Et enfin, coordonner avec l'école d'administration, travailler avec les services sociaux de l'hôpital, la direction de l'école. Et au Maroc ou dans d'autres pays africains, s'inspirer d'exemples. Et il y en existe un petit peu partout. On ne réinvente pas l'eau tiède. Donc, je suis ravie que Bouchra, elle vienne à Maastricht, parce qu'à Maastricht, on va faire, en parallèle avec les îles, notre réunion internationale, mondiale. On va réunir nos délégués de patients, c'est des délégués de patients, et là, on se fait du réseau auprès d'autres délégués de patients, parce que ce qui se passe peut-être aujourd'hui en Malaisie, ça peut inspirer, Maria y est allée souvent, ça peut inspirer des choses pour le Maroc, et réciproquement. J'ai entendu de Mariam Neps, je suis désolée, moi la prononciation arabe est affreuse, parce qu'on va avoir une réunion pour créer une association de patients bientôt en Arabie Saoudite, elle y est en tant qu'arabie. En Arabie Saoudite, je persiste, elle est bluffée par ce que fait le Maroc. C'est quand même pas mal. Voilà, je crois que j'ai terminé. Merci. Il revient, il est ressuscité. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un commentaire? Je pense que le professeur Boussfiha voulait intervenir. Non. Oui, Bouchra, elle veut intervenir. Oui. Merci pour ces présentations très 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 riches et vraiment je vais copier pas mal de choses si vous permettez, Nizar et Martine. En fait, moi j'avais une question sur parce que j'ai vu qu'il y avait des études, des enquêtes sur les parcours scolaires, sur l'intégration professionnelle. Moi j'avais une question, est-ce qu'on a eu une étude menée sur l'après, c'est-à-dire quand ils ont travaillé dans n'importe quel pays, le type de métier qui a été le plus fait, par exemple, par ces malades-là. Pourquoi? Parce que ça va vraiment nous permettre de voir un petit peu ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ce qui réussit, ce qui... Non, il n'y a pas eu. Je vais répondre, mais enfin, ouais, compléter. Non, j'en ai pas vu. D'une manière générale, dans les maladies rares, c'est pas un sujet qui est très étudié et probable. Donc c'est pour ça que j'évoquais vers la fin de mon topo qu'il y a de la recherche à faire, je pense. Et ça, c'est une question, effectivement. Je réfléchis à voix haute. J'en ai vu dans la polyarthrite rhumatoïde, pas beaucoup. J'en ai vu plutôt le côté rhumato, quoi, médecine interne, voilà. Mais pas tellement dans. Moi, je voulais dire que l'individualisation, c'est essentiel. Et quand des parents et des enfants veulent quelque chose, ils y arrivent. J'ai un très bon exemple, parce que Nizar tout à l'heure a parlé de Bruton, un patient qu'on connaît bien tous les deux, qui voulait être infirmier. Il n'a pas pu l'être parce qu'il n'était pas vacciné. En France, si on n'est pas vacciné, même si après les infirmiers se vaccinent plus, mais ça c'est autre chose, il n'a pas pu à cause de ça. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il est soigneur animalier. Il s'est approché de... Ben oui, mais enfin, je pense que c'est au moins aussi pire que d'être infirmier quand on est en contact avec... Donc, mais quand la famille est là, que le conseil médical est là, et je pense qu'on peut avoir beaucoup de choses qui se passent. Ouais.
pense pour compléter, je pense vraiment c'est fondamental d'en parler. Tu as dit pour l'école, il faut repérer les problématiques à l'école, mais il faut aussi anticiper. Parce que il faut que le pédiatre se dise ok, bon, dans quelques années, il va passer en médecine adulte, mais c'est maintenant qu'il faut commencer à discuter des sujets de qu'est-ce que tu veux faire comme étude, comment on peut, voilà, même si souvent à 14-15 ans ils savent pas trop, à 16-17 ans ils savent pas trop, c'est rare qu'ils sachent exactement, mais en tout cas d'en parler régulièrement parce que sinon à 19-20 ans ils vont commencer des études ou des formations professionnalisantes et ils seront passés en médecine adulte et à un moment donné ils vont prendre un mur quoi parce que finalement par exemple, voilà, ils peuvent pas rentrer à l'hôpital parce que l'école d'infirmière leur a pas dit qu'il fallait l'armée, que sais-je, hein, voilà. Anticiper. Deux interventions. Une, ça concerne les 2 premiers jours, réflexion, et une, ça concerne ces 2 présentations formidables de Martine et de Neza. Concernant la première, il y a une information fausse qui circule dans la salle depuis hier matin, que les déficits immunitaires sont des maladies rares et complexes. Statistiquement, l'ensemble des maladies des déficits immunitaires sont plus fréquentes que 1 sur 2000 populations, qui est la limite de maladie rare. Les déficits immunitaires ensemble ne sont pas une maladie rare. Les déficits immunitaires ne sont pas complexes. Il y a eu quelques maladies bizarres, oui. Mais c'est facile à diagnostiquer. Plusieurs infections en une année. Souvent facile à traiter par les moyens qui existent, mais dans la disponibilité, ça c'est une autre chose. Donc c'est pas des maladies complexes. C'est des maladies très faciles à comprendre, comme la neurologie. Tu n'as pas cet anticorps, tu as cette maladie. Tu n'as pas ce polynucléaire, tu as ce problème. Tu es orienté facilement. Donc voilà, j'espère que ça va se corriger. Les déficits immunitaires ne sont pas une maladie rare, c'est fréquent. C'est même la nouvelle conception de l'infectiologie au monde. Avant, l'infectiologie, elle était à l'envers. C'était un problème de microbes, virus, bactéries, parasites, méchants, pas méchants, résistants, pas résistants. Il faut retourner ça pour que ce soit bien en ordre. L'infection, c'est un combat entre l'hôte et l'environnement, le microbe. L'hôte est aussi fragile. Une méningite, la première, impose recherche d'un déficit immunitaire. Pourquoi? Alors ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion concernant la scolarité et le travail. Quelle est la place que doit faire l'association patient? C'est surtout pas de résoudre ce problème. C'est pas essayer de faire des entretiens avec les malades. Non, ça c'est l'État qui doit le faire. Avec des outils de loi, on appelle ça signé, mais signé, non, il a signé le Maroc, ratifié le Maroc. Il y a des lois marocaines, des lois internationales. L'association doit militer pour que l'État prenne ses responsabilités. L'association, s'il a un peu d'argent, peut recruter des associations de soutien pour faire un peu développer les idées, etc., avec les patients. Mais aller avec un esprit comment on appelle ça, un amateurisme. Non, il y a des gens qui ont un problème, mais c'est de l'amateurisme. Il y a des spécialistes qui vont dire aux malades aussi bien ses droits, sa santé, etc. L'association, elle fait le lien avec ça, avec une force des patients. Et les médecins doivent être avec eux. Et si les médecins voient que l'État ne veut pas donner aux patients ses droits, il doit faire la grève de la faim. Chocolat. Excusez-moi. Oui. Moi, j'ai encore une question.
Parce qu'on a parlé des enfants et quand ils deviennent adultes, mais que se passe-t-il pour les parents, en fait, pour les aidants? Est-ce qu'en fait, eux, ils ont aussi, en termes de travail, d'horaires aménageables, etc., est-ce qu'on en tient compte, en fait, dans la société aussi pour les parents et non pas que pour les enfants ou les adultes atteints de déficit immunitaire? C'est exactement le problème des maris. Quand une femme veut accoucher, il y a le gynéco, la sage-femme, l'infirmière, tout ça. Et personne ne pense à cette femme qui est en train de voir son bébé va naître. On l'oublie, le pauvre, totalement. Non mais c'est vrai, ces deux présentations restent insuffisantes si on ne parle pas de ses parents aussi. Ah, il faut un accompagnement. Oui. S'il lâche, l'enfant est abandonné. Il ne faut pas que les parents lâchent. Il ne faut pas que les parents lâchent. Tout à fait d'accord, cher Emmanuel. Tu as tout à fait raison. Il faut penser au mari quand sa femme accouche. Alors, oui. Donc, effectivement, l'autre revers de la médaille, c'est les parents, effectivement. Mais on a fait la première étape, c'est les enfants, leurs droits. Et l'association Hajar, elle donne une grande considération à la scolarisation de l'enfant. On accompagne les enfants pour la rentrée scolaire. On essaye de les équiper, les plus démunis. On les encourage à la fin de l'année. On les regroupe, on fait une grande fête. Et on encourage ceux qui ont eu de très bonnes moyennes et de brillants. Et on essaie d'accompagner ceux qui ont eu des difficultés. Mais avec Bouchra, on va faire des projets de partenariat avec l'académie pour pouvoir sauver ces enfants parce qu'ils sont intelligents, ils sont excellents, ils sont pleins d'espoir. La plupart, quand ils viennent dans ma consultation, ils veulent devenir des médecins. Et là, il faut les encourager. Et on a un pharmacien avec nous, je ne sais pas s'il est toujours avec nous ou pas, mais c'est un grand honneur pour nous. Et je voulais parler d'un autre point et puis on va conclure. Moi, je suis prêt à donner un certificat que j'ai vacciné contre l'hépatite B, un Bruton. Même, je le ferai, même si je sais qu'il ne pourra pas produire d'anticorps, mais il aura quand même ce certificat. Je l'ai vacciné. Oui. Oui. Alors, une notion qui était très importante soulevée par Dr Nezak, c'est la fatigue. Cette notion qui est trop négligée. En fait, on ne reconnaît pas la fatigue. C'est pas un symptôme, c'est pas une infection, c'est pas. Et je suis en train de suivre un patient adulte. C'est un collègue, un gynécologue. Et quand il est venu la dernière fois, il me dit je sens une fatigue qui me limite dans mon activité. Il est suivi pour déficit immunitaire chez moi. Et il me disait qu'auparavant, je pouvais faire même 6 césariennes par jour. Maintenant, je fais 2, je suis fatiguée. Donc, c'est un impact sur la qualité de vie, sur l'estime de soi et sur le rendement. Donc, quand on a ces enfants, il faut bien les orienter pour qu'il n'y ait pas ce désespoir, cette estime de soi qui va être altérée après et pour qu'il soit qui ait la qualité de vie qui est optimale. Donc, je pense qu'on a pris notre temps, mais c'était une discussion qui était merveilleuse. On avait les familles avec nous que je salue pour leur présence. كنحيي العائلات اللي حضروا معنا وكنقول لهم ان الجمعيه فهي عوالة عليكم حيت ما كاينش اللي غادي يوصل الصوت ديالكم احسن منكم. كنتمنى لكم التوفيق بالنسبه لوليداتكم الشفاء والعلاج ان شاء الله. Et merci beaucoup, merci pour tout le monde. On est resté tard aujourd'hui et voilà. Donc oui, demain sera formidable. Toujours le lendemain, il est toujours meilleur qu'aujourd'hui. Bien sûr, pour le congrès. Donc, je vous vois demain matin, Inch'Allah, pour les séances de communication et puis pour la suite de notre congrès. Merci.